Bonjour à tous. Merci de partager avec nous ce webinaire sur les leviers que nous allons identifier pour préparer nos organisations aux conséquences de la crise sanitaire que nous vivons. Nous allons passer ensemble 45 minutes sur un sujet d'actualité dont on a conscience qu'il est compliqué. On n'ignore pas les drames, mais il nous a semblé opportun de nous poser 2 minutes, de prendre un petit temps de réflexion et un temps de recul par rapport à tout ce qui se passe, sans que cela soit de l'indifférence. Je suis Lionel Pasco, je suis diplômé de Rennes School of Business, titulaire d'un MBA en management international. Et tout au long de mon parcours professionnel de 25 ans, je n'ai eu de cesse que de me passionner pour les rouages de l'intelligence collective et la puissance des organisations apprenantes. Alors, ce webinaire va se découper en 3 phases, une partie constat, une partie levier et une partie action. Il a déjà eu lieu 2 fois avec du public et il y avait un certain nombre de sondages qui agrémentaient la présentation. Et le premier d'entre eux que je vous présente ici en termes de résultats, c'était de demander aux gens si sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus fort, quelle est l'importance des changements qui vont avoir lieu dans votre organisation. Et il en ressort que finalement, la note 8 était celle qui ressortait vraiment de loin dans les 2 éditions qu'il y a eu, ce qui veut dire qu'on a conscience aujourd'hui que les changements qui vont avoir lieu dans les organisations ne sont pas neutres. Alors c'est intéressant parce que déjà les changements avaient déjà commencé. Avant le Covid, il y avait des signes avant-coureurs. Il y a les fameuses générations Y puis Z qui vont arriver au pouvoir, qui rejettent en bloc les contraintes systémiques lourdes des anciennes structures. Il y avait des mouvements sociaux en 2019, que ce soit pour la réforme de la SNCF ou la réforme des retraites, qui ont impacté la mobilité, surtout en région parisienne, mais qui a déjà du coup mis en place les prémices du télétravail que nous vivons de façon subie aujourd'hui. Et puis, il y a une certaine conscience des impacts environnementaux liés au déplacement qui, pareil, ont fait prendre conscience qu'on n'était plus obligé de se déplacer comme avant pour le bien de nos organisations. Et puis, avant le Covid 2019, il est intéressant de ressortir cette étude de l'Institut Mercer qui dit que 96% des entreprises prévoyaient de réorganiser leur mode d'organisation d'ici à 2021. Et bien ça tombe bien parce que celles qui n'ont pas pu encore le faire vont pouvoir le faire. La mauvaise nouvelle pour celles qui l'avaient déjà fait, il va peut-être falloir le refaire. La réalité également avant Covid, c'est que cette étude de Microsoft montre que sur les 5 dernières années, nous collaborons avec 2 fois plus de gens qu'avant. Nous avons une augmentation de 50% du travail collaboratif et la vitesse d'exécution et la productivité dans ce que nous faisons et les échanges a fait x5. Donc on voit bien qu'il y avait des prémices organisationnelles qui fait qu'aujourd'hui, on est déjà dans une autre façon de travailler et peut-être que les conditions de télétravail aujourd'hui sont rendues plus faciles parce qu'il y avait déjà ces prémices. Après, ça va changer parce qu'il y a la violence d'un choc. Les projections sur le PIB américain font état de moins 30% sur le deuxième trimestre. L'activité en France, par la note mise à jour du 23 avril 2020 de l'INSEE, montre une baisse de moins 35%. Pareil, à peu ou prou pour la consommation des ménages. Le chômage aux USA, on a vu ce chiffre ahurissant de plus de 10 millions de chômeurs en 2 semaines. Et le chômage partiel en France représente presque 11 millions d'actifs, ce qui représente 57%, je crois, de la part des actifs dans le monde privé. 10 millions de chômeurs supplémentaires aux USA en 2 semaines. Pour faire l'analogie avec le record du monde du 100 mètres, qui est de 9 secondes 6, ou un petit peu moins, c'est comme s'il était tombé en l'espace d'un instant à 2 secondes. Alors, certains s'amusent à comparer la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 avec à la fois la grippe espagnole du début du siècle et puis également la grande peste du XIIIe siècle. Et puis les conséquences économiques, on aime bien également pour se faire peur, les comparer à 1929. J'espère que ces comparaisons ne s'avéreront pas réelles. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire qui a eu lieu lors de la grande peste du XIIIe siècle a décimé la moitié de la population européenne et la grippe espagnole a fait 50 millions de morts dans le monde. On en est loin et j'espère que ça va en rester là. Quant à la crise de 1929, elle a eu lieu, la crise économique, il y a près d'un siècle. Or, les choses ont changé. La régulation a changé. Le marché a changé et la finance également a changé. Et je me suis intéressé pour
aux deux dernières grosses crises économiques que nous avons connues, celle de 1993 et celle de 2008, pour comparer quelque chose de plus proche de nous et surtout de faire le lien entre qu'est-ce qui est sorti de ces crises, juste pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui va sortir de la nôtre actuellement. En 1993, la crise qui touche l'Europe, avec son apogée, j'ai envie de dire, en 1993 justement, est la conséquence du krach de 1987 à New York, qui d'ailleurs au passage a été beaucoup plus violent que le krach de 1929. Couplé avec les effets de la guerre du Golfe et une instabilité au niveau du système monétaire européen, ça a vu le PIB de nos pays en Europe plonger avec, chose très rare, un retournement du marché immobilier à Paris. Qu'est-ce qui est sorti de cette crise? Eh bien, il est sorti de cette crise l'avènement de la téléphonie, à la fois au grand public, mais également dans les entreprises. Avant cette crise, souvenez-vous, la téléphonie mobile était très rare ou réservée à certains. Après cette crise qui nous a empêchés de bouger, eh bien, le téléphone mobile a vu son essor. Plus proche de nous, en 2008, une crise dont on s'en rappelle, mais a vu en 2008-2009 une baisse de financement et donc de mobilité au niveau des entreprises, qui a eu pour conséquence, après, dans les années 2010, l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux et de toutes les plateformes collaboratives dans les entreprises. Perfonie, au passage, est né en 2011 et justement a eu comme vocation de digitaliser les plans d'action et les réunions que nous ne pouvions plus tenir physiquement, faute de mouvement en 2008 et 2009. Alors, ce virus touche toutes les organisations. Que l'organisation soit classique, hiérarchique, systémique et lourde, ou à l'opposé, très libérée, le virus touche toutes les organisations à la même enseigne. La clé est peut-être dans l'identification des leviers de ce qui peut nous permettre d'en sortir ou d'imaginer une organisation de demain, se trouve dans l'organisation apprenante, qui est un curseur que vous pouvez positionner à droite ou à gauche, comme vous voulez. Alors, l'objectif maintenant de cette partie est d'identifier ensemble sur 5 dimensions quels sont les différents leviers qui existent. Je vous invite néanmoins à reprendre la lecture de ces ouvrages qui ont permis à la fois aux organisations libérées et apprenantes de se mettre en place jusqu'à présent et également d'illustrer la partie qui vient. Les leviers pour adapter nos organisations à la crise actuelle vont se ranger dans 5 dimensions. La première dimension est la dimension managériale. Vient ensuite la dimension système. On voit bien que la façon dont nous prenons les décisions aujourd'hui a fortement changé. Évidemment, l'impact de la distanciation physique nécessaire a un impact sur l'organisation des bureaux et de la vie collectivement au bureau aujourd'hui. On parlera là du télétravail. Il y a fortement un impact évidemment sur l'aspect digital. Et puis enfin, le levier et la dimension qui est essentielle à mes yeux, qui est la capacité de réhabilitation des émotions dans nos organisations, qui va permettre justement d'aller vers quelque chose de différent demain. Si on commence par l'aspect managérial, j'ai envie d'opposer l'expert sachant à ce qu'on appelle l'homo alignus. L'expert sachant, c'est, pour caricaturer, le manager des années avant 2000 qui savait tout sur tout parce que la connaissance était à sa portée, qui l'a dispensée et qui savait également techniquement comment faire les choses. Aujourd'hui, à l'heure où la connaissance est absolument partagée partout, cette posture n'a plus lieu d'être, on le verra après derrière. À l'inverse, l'homo alignus est celui qui va savoir utiliser son cœur pour mettre à profit ses capacités et rentrer dans une logique de performance à la fois individuelle mais collective. Donc, les qualités du leader moderne qu'on attend aujourd'hui, et on ne parle pas uniquement de manager, mais de leader, parce qu'en ces temps compliqués, il est urgent et important de pouvoir donner un cap également aux équipes, c'est évidemment d'être empathique, aligné, authentique, sincère, inspiré et inspirant, de pouvoir évidemment être connecté. Et dans cette connexion, il n'y a pas uniquement la notion digitale, mais la connexion avec soi-même. On parle de conscience 3D pour les managers aujourd'hui. La conscience 3D, c'est d'avoir conscience de soi, d'avoir conscience des autres et d'avoir conscience de ses actes. C'est absolument primordial et c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement de façon intelligente et collective et d'entraîner les équipes vers quelque chose qui va être nouveau pour tout le monde, mais il va falloir entraîner tout le monde parce qu'on ne peut pas y aller seul. On ne peut pas y aller seul et j'ai mis cette image qui peut paraître humoristique, mais en fait qui explique que pour nous, vous, managers,
peut-être que le mode de télétravail, finalement, est assez confortable et assez simple, mais il peut être un peu plus compliqué pour les autres. Donc, il faut faire preuve d'encore plus d'empathie et de lâcher prise sur un certain nombre de choses pour assurer que le travail en équipe se passe même à distance physique respectée. Et puis, nous avons un rôle en tant que manager. On a le rôle de faire respecter un certain nombre de règles demain qui vont avoir lieu pour justement gérer cette crise sociale et ses impacts sanitaires. Et on a comme rôle, en fait, nous, comme objectif premier, de rester en vie et de faire en sorte que les équipes restent en vie. Et le corollaire de ça, c'est juste la jonction entre ces deux mots, c'est que le but du jeu, c'est au final de donner envie. On verra plus tard, dans toutes les autres dimensions, que si l'envie règne dans votre organisation, l'envie de faire les choses, l'envie d'essayer, c'est un formidable levier pour changer et de s'organiser de façon différente et faire face justement aux besoins de réorganisation qui arrivent. Besoin de réorganisation qui arrivent. Parce que si on reprend aujourd'hui une organisation ou un système avec en haut le projet d'entreprise et en bas les individus qui la composent, de façon caricaturale, on a une hiérarchie qui est un système en fait qui se met entre les deux. Et le but du jeu, c'est de mettre en mouvement les individus ensemble dans un but commun. Donc pour cela, on a des règles, écrites ou pas, des procédures, des processus, des comportements à adopter. On mesure avec des indicateurs, chacun a son rôle et ses missions. Bref, ça roule dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on a de façon assez classique. La problématique aujourd'hui, c'est qu'à la fois le projet d'entreprise et à la fois la micro-organisation sont fortement chahutés par cette crise sanitaire. Le projet d'entreprise parce que le plan avant Covid n'est plus bon, et la micro-organisation parce qu'on ne peut plus aller au bureau travailler comme avant. Donc il va falloir réinventer le lien entre les deux, ce qu'on appelle en biosystémie, pour ceux que ça intéresse, la méta-organisation, et peut-être de mettre beaucoup plus d'éléments organiques dans cette organisation que ça n'a pu être par le passé. Donc j'entends par là de travailler beaucoup plus sur les rouages de l'intelligence collective, de faire en sorte que chaque individu puisse être au maximum aligné sur lui-même et sur son cœur de fonction, c'est-à-dire des activités qui le ressourcent et non pas qui le contraignent et qui le stressent. Peut-être d'avoir des objectifs qui soient plus congruents et moins utopiques à aller chercher. Bref, une organisation qui va permettre de revoir les processus, les rôles et missions de chacun et la façon dont on prend les décisions. Parce que la clé est là finalement. La clé, elle est dans l'évolution du processus décisionnel que nous pouvons aujourd'hui mettre en place. Je vous invite à relire les différents ouvrages, notamment de Joël de René, sur la symphonie du vivant, son ouvrage sur la symphonie du vivant, qui montre bien en quoi le rapport de flux est vachement plus fort que le rapport de force, justement, qui lutte, alors que le rapport de flux, lui, emmène et va permettre d'aller beaucoup plus loin avec moins d'efforts. La biosystémie dont on a parlé, la méta-organisation, et le fait de laisser dans votre organisation, c'est très important, des espaces de respiration et de mesurer en boucle courte. Voilà, donc on ne va pas mesurer quelque chose en effet un mois ou 2 mois après, on essaie de corriger les écarts tout de suite, mais avec cette notion d'espace de respiration où on n'attend pas de chacun d'être à un niveau de performance optimum tout le temps. C'est inhumain, ça n'existe pas. Donc pour faire la jonction sur la possibilité qu'on a aujourd'hui de faire évoluer notre processus décisionnel et qui est clé pour pouvoir rentrer dans une nouvelle organisation demain, c'est de sortir d'une logique de pouvoir et de sanction et d'ordre et de mouvement descendant vers quelque chose qui soit beaucoup plus collaboratif, tourné vers l'intelligence collective, la co-construction, où le manager à l'intérieur de ça a un rôle non pas de sachant et de donneur d'ordre, mais de facilitateur et de coach et d'animateur de communauté. Alors, on a comme levier pour s'adapter, pour adapter nos organisations à cette contrainte sanitaire, une dimension physique. Évidemment, là, cette dimension physique, elle est touchée de plein fouet. Je veux juste faire un aparté, parce que pour ceux qui avaient fait lancer des démarches de QVT, qualité de vie au travail, excusez-moi, sans avoir l'honnêteté intellectuelle de faire une véritable introspection managériale, donc en mettant juste une corbeille de fruits et un baby-foot en se disant que ça allait changer l'ambiance, ils en sont à la fois pour leurs frais, mais à la fois ils ont l'énorme opportunité de pouvoir essayer de recommencer de façon différente. Et on va tous être amenés à le faire aujourd'hui. Je voudrais opposer également distanciation sociale et distanciation physique. On confond souvent les deux, mais aujourd'hui, nous sommes
avec des contraintes de distanciation physique, et justement qui ne sont pas sociales. Nous avons besoin de communiquer entre nous. Évidemment, cette crise a un impact très fort sur l'organisation du travail au niveau des parcours clients, dans les concessions, dans les magasins retail, mais également au niveau des usines de fabrication, au niveau des bureaux, au niveau des salles de réunion, au niveau des showrooms. Voilà, ça impacte le parcours de l'être humain, en fait, dans l'organisation physique. Avec cet impact fort sur les bureaux partagés, est-ce que le Covid a tué l'open space? Est-ce que le flex office est mort également? Peut-être que le flex office va s'en tirer un petit peu mieux parce qu'il est plus facile à nettoyer que l'open space où on est côte à côte, alors que maintenant il va falloir être distancé d'1 mètre entre différents collègues, avec le problématique de nettoyage des ordinateurs fixes et des différentes affaires personnelles qui traînent. Bref, ça modifie évidemment l'ensemble, et la chose clé de l'enseignement clé de cette situation, c'est le télétravail et la mise en place du télétravail. Alors, on va y revenir sur le télétravail. Juste avant de revenir et de faire un focus en particulier sur le télétravail, on voit bien que le fait de respecter les gestes barrières et de mettre en place les gels hydroalcooliques et la nécessité de nettoyer les sites de façon à horaire régulier, qui va dépendre, les horaires, la fréquence dépendant des différentes branches de métier, on se repose la question de savoir est-ce qu'on a encore besoin de venir au bureau et à quelle fréquence et pourquoi faire. De la même façon, les règles de nettoyage des locaux et des sols et des surfaces, non seulement il va falloir le mettre en place, mais il va falloir également faire la preuve qu'on l'a mis en place. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est une contrainte en plus qu'il va falloir adopter dans nos organisations et qui a un impact sur cette question qui est est-ce qu'on a besoin de venir au bureau ou pas? Alors, les parcours clients, je le disais, restent à réinventer. On va mettre en place la distanciation physique dans les parcours clients, dans les points de vente. Est-ce que ce n'est pas le moment de repenser le point de vente, de s'inspirer de ce qui est fait, par exemple, dans les parcs d'attractions américains, où la file d'attente est insurmontablement longue, mais en fait, on arrive à la surmonter justement parce qu'ils nous font voir des choses. Et au fur et à mesure du parcours, parce qu'il va falloir probablement attendre un petit peu plus ou de façon plus espacée, il y a peut-être là moyen de repenser, toujours avec les règles sanitaires évidemment en vigueur, la façon dont on fait attendre ou circuler le client à l'intérieur de notre point de vente. Je fais un petit focus sur le télétravail. Le télétravail, j'ai sorti ces 2 études, celle qui a été initiée par le ministère du Travail en 2012 et la récente par Assessfirst en 2020. Il y a évidemment une différence entre le télétravail qui est choisi ou subi. En 2012, quand il était choisi, on faisait état d'un gain de productivité de 22%, ce qui était bien, mais qui était peu mis en place. Je n'ai pas les chiffres de mise en place du télétravail parce qu'il était encore très, très, très épisodique. Le frein principal à la mise en place du télétravail en 2012 était la résistance du management. Parce que manque de confiance, parce qu'on se disait « oui, non, mais télétravail, vous êtes bien gentil, on ne sait pas ce que vous faites quand vous êtes chez vous. Donc, on a envie de vous avoir sous la main pour s'assurer que vous êtes performant et occupé à la tâche pour laquelle vous êtes payé. » On se rend compte après un télétravail maintenant qui est subi depuis la mise en place du confinement que 2/3 des personnes qui sont en télétravail n'avaient pas connu ou peu connu le télétravail auparavant. Mais que pour autant, ils sont la moitié à peu près, la moitié des gens pensent que l'efficacité est identique à la période d'avant quand on faisait cette activité au bureau. Et encore mieux, pour identifier un levier de transformation des organisations, c'est qu'il y a 48% des personnes interrogées qui pensent que cette mise en télétravail subie va justement être un facteur d'accélération des transformations des organisations. Donc c'est très intéressant, on a là un bon levier. Alors un bon levier, mais qu'il faut manier avec précaution, parce que le télétravail est également source de manque d'alignement et de mécontentement peut-être dans les entreprises qui sont des entreprises plutôt manufacturières ou de retail, dans lesquelles on voit bien que si les cadres peuvent se mettre en télétravail, il y a toute une partie des collaborateurs qui sont sur la partie production et la partie distribution qui, eux, évidemment, ne peuvent pas se mettre en télétravail. Donc, il faut faire très attention au risque d'injustice et d'inégalité qui peut arriver dans la mise en place du télétravail subi, ce qui prouve d'ailleurs aujourd'hui que
là où c'est subi, il va falloir se repositionner le curseur et réinventer un rythme qui satisfasse tout le monde sans créer trop d'inégalités. Cette étude américaine montre que, pour prendre deux extrêmes, les cadres qui sont 27 millions aux États-Unis, ces cadres peuvent bosser en télétravail à hauteur de 22% d'entre eux. Quant à l'inverse, ceux qui sont dans le service sont également 26 millions, donc la même population, mais ils sont très très peu à pouvoir être en télétravail. D'où cette logique de positionnement de curseur du télétravail de façon intelligente pour que ça ne crée pas d'injustice et de distorsion en fait dans vos équipes et vos organisations. Alors, quelques règles pour le télétravail. Je vous ai mis un screenshot à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre, d'une équipe de Perfonie lors d'une réunion télétravail. La première chose au niveau du télétravail, c'est d'accepter, il vient du manager. Le manager doit accepter que les règles sont un petit peu différentes, qu'il n'y a plus de frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ce qui tend d'ailleurs à aller dans le sens de on ne peut plus mettre les émotions de côté, il faut réhabiliter les émotions dans les organisations. De fait, on est chez les gens quand on est en télétravail et qu'on fait une visioconférence. Et on ne connaît pas l'environnement, on ne sait pas si la connexion est bonne, on ne sait pas s'il y a du monde autour. On essaye de faire en sorte que les conditions de travail soient bonnes, mais on n'est pas dans un environnement aussi strict et égalitaire, en fait, on va dire, qu'au bureau. Alors, nous devons veiller à ce que tout le monde ait du matériel. Nous devons veiller en télétravail également, indépendamment du lâcher-prise et de la compréhension que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres, à ce qu'il y ait un rythme qui soit également adapté au télétravail. Je disais tout à l'heure, distanciation physique n'est pas égale à distanciation sociale. Donc, on a besoin d'interactions sociales entre nous qui soient adaptées au télétravail où on se voit moins. Donc, on a le droit de multiplier les petits points de passage et on a le droit de multiplier les différents canaux et d'aller sur des canaux qui soient à la fois rigoureux et des canaux qui soient moins rigoureux. La machine à café au bureau est un canal qui est un petit peu moins rigoureux, ou pas d'ailleurs, on peut discuter de choses sérieuses. Pour faire une illustration chez Perfonie, nous utilisons 3 outils pour gérer le télétravail. Des groupes WhatsApp qui nous permettent à la fois avec un groupe direction puis un groupe avec toute l'équipe d'échanger de façon plus ou moins légère. Nous utilisons Teams de Microsoft, la plateforme collaborative de Microsoft dont nous sommes partenaires pour échanger et faire de façon professionnelle, là pour le coup, toutes les réunions et tous les échanges dont nous avons besoin. Et nous utilisons Perfonie, qui est notre plateforme de gestion des réunions et des plans d'action pour gérer l'ensemble des actions que nous décidons lors de nos conversations dans Teams et s'assurer qu'elles sont rangées dans les bons dossiers suivis, qu'on ne va pas perdre de temps après derrière à rechercher ce dont nous avions discuté. Alors, puisqu'on faisait un petit aparté sur le matériel et les applications utilisées, c'est tout trouvé pour rentrer sur cette dimension digitale. Dimension digitale où on s'est retrouvé même juste avant le confinement encore dans des organisations qui ont été bloquées parce qu'on était sur une logique, on préfère avoir des ordinateurs fixes plutôt que portables et on préfère avoir les données chez nous plutôt que dans le cloud. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand le confinement a été déclaré ? Il s'est passé des organisations qui ont été obligées de demander à leurs salariés de se mettre en danger pour venir travailler et assurer la production et qui ont fatalement eu un effet de contamination à l'intérieur des organisations. Ça a été pas fatal, peut-être d'ailleurs on n'en sait rien, mais en tout cas extrêmement pénible et j'en connais à gérer pour certains collaborateurs. Donc, on en revient sur la nécessité d'avoir des ordinateurs portables plutôt que des fixes. Et puis, la logique d'avoir des données qui soient accessibles de partout, évidemment en s'assurant des notions de sécurité de l'information. On a besoin d'avoir aujourd'hui, de façon digitalisée, des moyens pour discuter, décider et suivre. Je vous ai mis un petit diagramme de Plan Do Check Act, puisque c'est la logique du PDCA. On décide de quelque chose qui doit améliorer quelque chose après derrière, et si possible, on le réutilise après. Le Wi-Fi est indispensable, évidemment, chez les collaborateurs pour le télétravail, mais également en tout point de votre organisation demain, d'autant plus qu'on devra être physiquement distancié. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas être regroupé à un endroit où le Wi-Fi est de bonne qualité. Il va falloir vraiment penser à l'étendre partout. Et puis, j'ai envie de faire un un petit point sur l'usage de l'email. Attention à l'usage de l'email et
Vous êtes nombreux à venir nous voir en nous disant que vous avez vos boîtes email qui débordent finalement de messages à l'intérieur qui sont soit de la communication, soit de l'information, soit effectivement des vrais messages d'action et qui soutiennent des processus. Il est temps là maintenant, à l'aune de cette crise, de repenser nos organisations et de l'usage de l'email et de peut-être de se dire que nos processus peuvent être supportés par d'autres outils que l'email. Et c'est là où, entre guillemets, Perphony peut vous apporter également une aide, puisque nous pouvons avoir par dossier gérer des processus et sur les différents processus, les chaînes de commandement. L'IoT va sans doute voir un essor assez fort dans les mois et les années qui viennent, notamment pour une raison simple, il va falloir faire la preuve que le matériel que nous avons, les machines que nous avons sont régulièrement nettoyées et peut-être que de les rendre intelligents, ces machines et ces matériels, va pouvoir nous aider à faire en sorte que les routines soient faites et respectées. Donc, nous utilisons, nous, en outil chez Perphony, la suite Office 365 qui comble 80% des besoins en termes de collaboration et de données, d'accès des données à distance. Quand on parle d'Office 365, à l'intérieur de cette suite, il y a Teams, que vous connaissez maintenant certainement, qui a vu son envol encore plus s'accélérer depuis la crise du Covid et le confinement. Cette photo que vous avez à l'écran a été prise lors d'un salon en janvier 2020 de cette année et qui montre effectivement l'extrême croissance de l'installation de la plateforme dans les entreprises. Et derrière, vous avez la photo ou le graphe, plus exactement, du nombre de domaines Zoom que nous utilisons aujourd'hui pour faire ce webinaire depuis la mise en place du confinement, qui là également est exponentiel. Donc ça prouve que les plateformes collaboratives qui existaient déjà avant le Covid vont maintenant connaître leur lettre de noblesse, mais ce n'est peut-être pas que ça qui va permettre de trouver des bons leviers pour s'organiser différemment demain. Dernière dimension, c'est la dimension émotionnelle. Je milite depuis longtemps pour la réhabilitation des émotions dans les organisations. Et je vous ai mis ici les 4, enfin il y en a 5, mais en fait il n'y en a que 4 émotions principales qu'on a tous connues dans ce film. La colère, la peur, la tristesse et la joie, qui sont des émotions qu'on a le droit maintenant d'avoir avec nous. On ne peut pas les laisser sur le seuil de la porte du bureau, d'autant plus que le bureau maintenant, il est chez soi. Donc, j'en parlais, il y a un lien évidemment entre la dimension émotionnelle et la dimension managériale. Il y a une dimension, il y a le sens en fait. Le sens que nous donnons au travail, il a trois notions. Il y a le sens dans le sens cap et direction, il y a le sens dans le sens sensoriel, et puis il y a le sens, est-ce que ça fait sens? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, on va le voir dans le plan d'action après derrière, il va falloir se reposer, parce que c'est ce qui va permettre d'emmener, de donner envie et de donner du sens justement à l'ensemble d'une équipe pour repenser la façon de travailler demain et faire face à la fois aux contraintes liées à la crise sanitaire, mais également pouvoir saisir les opportunités qui en sortent. Je voudrais faire un petit focus sur le stress. Parce que le stress, cette période notamment de confinement et d'incertitude sur le futur, est un formidable bloqueur et on peut passer outre. Il est un bloqueur à deux niveaux. Si nous-mêmes, en tant que manager, on est stressé et on véhicule ce stress sur des personnes déjà stressées, on risque de générer en plus de la peur. Et le stress et la peur engendrent la tétanie. À l'inverse, même si on a peur, mais si on a envie d'essayer, eh ben, ça permet de mettre en mouvement. Donc, toute la problématique aujourd'hui pour gérer ce stress, c'est d'arriver à faire la bascule sur ce dont la nature nous a doté, qui est le cortex, notre partie préfrontale, et qui nous permet de mettre en mouvement ce que le stress bloque, c'est-à-dire l'innovation, la créativité, l'écoute des autres, la vigilance et la motivation et la confiance en soi. Et je vous propose une équation très importante qui est la suivante. C'est que si votre organisation et le management en place et votre système de gestion permet de faire rentrer dans un système où il y a la confiance, la transparence, la reconnaissance, et si en plus vous avez du sens dans tout ce que vous faites, alors vous allez avoir comme impact sur l'ensemble des collaborateurs une diminution du stress et une augmentation de la motivation. La confiance en soi va revenir et ça a comme résultante une amélioration de la performance individuelle. Et évidemment, tout le monde se sentant mieux individuellement, le collectif s'en sort grandi aussi.
Alors, le stress, je voulais juste un petit focus là-dessus, ça se gère. On peut être stressé. Il peut être positif d'ailleurs. Le stress, on a un stress par rapport à une situation de danger qui justement nous évite le danger. Mais il ne faut pas qu'il soit bloquant. Il y a d'éminents professionnels, vous avez un lien ici qui aident à gérer, qui ont des programmes pour gérer et aider à diminuer le stress. Et je vous propose ici une étape un mouvement pardon, en 6 étapes pour calmer son stress et diminuer son stress. La première chose, c'est d'arriver à apprivoiser son petit hamster, son ego, ne pas prendre les choses que pour soi. Voilà, parce que ça, c'est si on prend tout pour soi, on a tendance à se stresser et à ruminer. Il faut arriver à se calmer, se relaxer, respirer, faire contact avec soi, avec sa matière, revivre un succès dans les périodes un peu difficiles où on a l'impression qu'on loupe tout. C'est bien de se dire, mais non, on n'a pas tout loupé. On a des choses qu'on a réussi plutôt bien d'ailleurs, de le revivre et de se remettre dans les conditions de ce succès. Ça permet également de se mettre en mouvement et de, du coup, basculer sur un mode non plus automatique, mais un mode adaptatif. Voilà, pour finir cette partie sur l'identification des leviers à travers 5 dimensions, un résumé dit que le manager, il tient une grande part de responsabilité. Il doit lui-même diminuer son stress, diminuer celui d'équipe et montrer l'exemple et donner envie. L'environnement physique va être éminemment distendu maintenant, mais il doit se connecter et s'interconnecter. Et puis la gouvernance, le système de gestion opérationnelle, la façon dont vous prenez les décisions doit être aligné entre l'objectif de l'entreprise et les différents individus, beaucoup plus qu'avant, et instaurer un système où on fait confiance aux autres avec beaucoup plus de fluidité. Voilà pour la partie constat et la partie levier. Maintenant, qu'en est-il de la mise en action de tout ça? Alors, sur la mise en action, on avait posé une question pendant les 2 premières séances sur une échelle de 1 à 5. À quel degré êtes-vous inquiet des changements à venir? 5 étant le plus fort degré d'inquiétude. Et de façon surprenante, la majorité des gens ont répondu « on est inquiet mais sans plus ». 2. On pense qu'on va s'en sortir. Ce qui est intéressant à mettre en regard du premier sondage qui était sur la force des changements qui vont arriver. Il va y avoir de forts changements, on est à 8 sur 10, on en a conscience, mais on pense qu'on va s'en sortir. Et c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant parce qu'on est aujourd'hui dans un monde avec un degré d'incertitude absolument maximum. On a un degré d'incertitude au niveau de ce satané virus qu'on ne connaît pas encore bien. On pense que leur vaccin va arriver d'ici peut-être 18 mois, 12 au mieux, peut-être moins, mais on n'en sait rien, on en est encore loin. On a un environnement sanitaire qui est incertain. Quid des règles de déconfinement, de confinement? On va sans doute vivre un système un peu alternatif au gré de la contamination. Quid de l'impact social? Quid de l'impact aux frontières? On a un environnement macroéconomique qui est à un niveau d'incertitude également très élevé. Les États et les instances de régulation ont fortement bougé, et c'est heureux, j'imagine, pour soutenir l'activité économique et surmonter la crise sans qu'il y ait un crash immédiat. Mais derrière, quel va être l'impact au niveau de la relance budgétaire, au niveau des politiques monétaires, au niveau des régulations qui vont avoir lieu, au niveau de l'inflation, qui est un sujet dont on parle peu, mais qui pourtant est une vraie réalité. Et puis après, quels sont les impacts? On est vraiment dans l'incertitude au niveau des impacts microéconomiques. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau de la consommation, des investissements, des comportements, des processus, de la façon de travailler? On n'en sait rien aujourd'hui. Alors, on n'en sait rien, mais pour autant, il va falloir bouger. D'où cette petite phrase où on avait l'habitude, quand on lance un projet de réorganisation, de se heurter au mur de « fais rien et c'est impossible ». Là, non, on ne peut pas. On est obligé de bouger parce que les murs ont bougé eux-mêmes. Ils se sont rapprochés. Et je voudrais juste faire un aparté sur l'histoire de ce bateau qui s'appelle l'Endurance. L'Endurance de Shackleton est parti en 1913 ouvrir une route en Antarctique. Et l'analogie entre l'histoire de l'endurance et ce que nous vivons aujourd'hui est peut être prenant. L'endurance peut être notre entreprise et le contexte de 1913, c'est préparation de Première Guerre mondiale. L'endurance est partie et le voyage a été un désastre. 23 hommes d'équipage, le bateau bloqué par les glaces, broyé, et 23 personnes qui se sont retrouvées à errer sur les glaces pour s'en sortir. L'aventure a duré 3 ans.
ils s'en sont tous sortis au bout de 3 ans, dans un contexte où il y avait des millions de morts autour d'eux avec la Première Guerre mondiale. Donc inutile de dire qu'ils n'étaient pas la première priorité non plus des instances et du gouvernement britannique pour aller les sauvegarder, les sauver, pardon. Mais quand vous relisez l'ouvrage, Shackleton, donc, quand vous relisez l'histoire de l'endurance, vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont mis en place 4 choses qui les ont aidés. La première chose, c'est que Shackleton, le capitaine, était quelqu'un qui savait prendre des décisions. C'était quelqu'un qui avait mis en place également des routines adaptées à la situation, dès le début. Donc, ils avaient changé la façon de faire pour évidemment adapter la routine. Et puis, il avait réussi à faire respecter une discipline très forte. Donc, on est sur l'adaptation des règles et le respect de ces règles dans un contexte de crise. Et dernière clé, et pas des moindres, c'est qu'ils ont réussi à garder tout au long de leur parcours un sens de l'humour, sans doute tout britannique, mais on voit à quel point ce sens de l'humour a permis pour beaucoup de survivre et d'accepter des règles et une discipline qui n'était par moments vraiment pas facile à accepter. Alors, quand on pose la question, Dan, sur le dernier sondage, quels sont aujourd'hui les leviers de sortie de crise pour votre entreprise? Il y en avait 2 qui ressortaient essentiellement, et puis un troisième après derrière. Mais le premier qui ressortait, c'était la confiance dans le management et les équipes. Ce qui corrobore d'ailleurs le sondage précédent où on a l'impression que collectivement on a confiance. Voilà, on va y arriver. Le deuxième levier, c'était la proximité avec les clients. Et c'est sans doute vrai parce qu'on est dans une relation où on a également l'expérience de 2008, où on a eu une rupture de flux entre clients et fournisseurs en fait. Et on sait que ça n'a pas été bon parce que ça a fait couler certains et donc par ricochet, ça fait couler d'autres. On a l'impression qu'on est dans un système où on fait plus attention les uns aux autres, là, en 2020 qu'en 2008-2009. Le troisième levier qui ressortait, c'était des processus plus agiles et des plans d'action précis et partagés. Mais j'ai voulu mettre en exergue vraiment les deux. Et le premier qui ressortait, c'était la confiance dans le management et les équipes. Alors, c'est très intéressant. Et on termine maintenant ce webinaire avec 4 conseils. Le premier, c'est comment agir au moment même du confinement et de la crise. Et actuellement, il faut rassurer. Il faut rassurer, se recentrer, revenir à l'essentiel. J'ai mis ici la notion de valeur. Je rappelle que les valeurs dans votre organisation, c'est ce qui vous guide quand il fait nuit. Là, il ne fait pas tout à fait nuit, mais c'est quand même très sombre. Donc, c'est les valeurs, ce sont les valeurs qui vont permettre à l'ensemble de votre organisation et de votre équipe de vous suivre. C'est également le sens qu'on donne aux choses, c'est la raison d'être de ce que vous faites. Donc, si vous arrivez à vous recentrer individuellement et collectivement sur ce que vous faites, la raison d'être, eh ben, forcément, ça va permettre de donner de l'espoir parce que ça va se dire, mais en fait, on a du sens. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'organisation demain, ça a du sens ce que nous faisons. On ne sait pas encore comment on va l'adresser très bien, mais on va y arriver parce que ça fait sens. Le deuxième conseil, c'est profiter de la période pour ouvrir les champs des possibles. Les cartes sont rebattues. Les plans que nous avions ne sont plus. On a l'opportunité aujourd'hui de s'asseoir et de repenser les impacts et les opportunités que ça a sur les produits et les services que nous proposons. Est-ce que ça fait encore du sens? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un champ qui s'est ouvert qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent? Ou qu'on avait vu, mais qui justement s'est ouvert plus vite que prévu? De la même façon, sur notre organisation. 50% des gens en télétravail disent non, mais c'est pas mal le télétravail. Oui, ça a forcé aujourd'hui les choses. Donc, c'est le moment de repenser les organisations et les coûts associés à nos organisations. Et puis, le troisième conseil aujourd'hui, c'est surtout accepter qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On a vu le tableau des incertitudes avant, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a plein de choses, on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut se passer tout et n'importe quoi, en fait. Donc, accepter que personne ne sait rien. Et donc, dans ce contexte, savoir décider en univers incertain. Décider en univers incertain, je fais un parallèle avec la phrase au-dessus que je n'ai pas parcourue encore, qui s'appelle « Regarder les faits versus biais cognitif ». Attention. J'en entends beaucoup qui disent « Je me fie à mon instinct, j'ai une intuition ». Ça peut être la pire des catastrophes. Suivre son instinct ou son intuition peut être dangereux parce que c'est un chemin qui est truffé de biais cognitifs. À commencer par le biais de confirmation. On veut absolument quelque chose ou on refuse de voir quelque chose. Donc, notre cerveau nous dit « Non, non, mais c'est bon, c'est la bonne décision parce que c'est ce que tu veux ». Or, en fait, non. Donc, pour lutter contre ça et décider en univers incertain, il faut se baser sur des faits. Vraiment être factuel, travailler avec une équipe, ne pas prendre la décision tout seul,
Et puis, prendre un peu de temps et de pause. Il faut agir, mais il faut savoir prendre un temps calme également pour être sûr de la bonne décision que nous prenons. Mais il faut agir. La dernière des choses à faire, c'est d'attendre un ordre. C'est contraire au leadership. Il faut bouger. Une étude de Harvard Business Review a fait l'analyse des sociétés qui s'en sont le mieux sorties de la crise de 2008. Et le point commun de toutes les sociétés qui se sont le mieux sorties de cette crise, c'est que pendant au cœur de la crise, elles ont décentralisé le pouvoir de décision et elles ont laissé l'autonomie aux équipes. Ce qui a permis aux équipes, un, de se mettre en mouvement et de ne pas rester dans la tétanie et l'attente d'un ordre, et deux, d'identifier localement quels étaient les meilleurs remèdes à la situation. Après coup, elles ont pu reprendre les meilleurs remèdes et potentiellement, après, dupliquer ce bon remède au reste de l'organisation, si c'était le cas. Mais donc, laisser le terrain proposer est une vraie clé pour décider, organiser, agir et faire en sorte qu'effectivement, vous ne savez pas tout et peut-être que le terrain, lui, il a des bonnes idées, c'est le moment de les mettre en application et de lui laisser la chance d'essayer. La clé également dans la décision, l'organisation et agir, c'est changer vos routines. Ne faites pas les réunions comme avant, n'ayez pas les mêmes fréquences, les mêmes tempos. Une réunion en télétravail, une réunion physique ne répondent pas au même ressort. Changez peut-être les indicateurs parce qu'il y en a qui n'ont plus lieu d'être. Je fais le lien avec la dernière phase qui est plan versus planification. Les plans sont morts, ils n'ont plus lieu d'être. Les objectifs et les plans que nous avions pour 2020, 2021, voire même 2022 pour certains, sont caducs. On peut les mettre sous verre, on les ressortira dans 10 ans pour montrer aux générations futures, regardez, c'était comme ça qu'on envisageait le monde d'avant. En revanche, si les plans sont morts, la planification est cruciale. En ces temps tendus de stress, on n'a plus de temps à perdre, il faut changer les choses. Quand vous prenez une décision, vous la transformez en action, vous ne perdez pas de temps dans l'exécution de l'action et le suivi de l'action. Voilà, le temps où vous aviez des plans d'action perdus à droite et à gauche sur des bouts de papier, dans des emails ou dans des fichiers Excel partagés ou moins partagés, c'est fini. Vraiment, soyez dans une planification aux petits oignons en embarquant tout le monde avec un tempo et une non-perte de temps et une efficacité dans le suivi qui va vous permettre de prendre des temps d'avance justement sur le reste et d'embarquer vos équipes dans une organisation qui va être différente. Voilà pour ce webinaire sur un sujet qui est comment organiser, ou quels sont les leviers pour organiser nos entreprises post-confinement. Je vous remercie de votre participation. Vous pouvez retrouver nos solutions Perphony à l'adresse qui est affichée ici. Je rappelle que nous sommes éditeurs de solutions pour le partage des plans d'action et l'efficacité des réunions. Je vous remercie encore une fois et tout le meilleur. Au revoir.